Merci Charlie Ménury. On a largement le quorum, donc on peut ouvrir cette séance. Avant de vous dire quelques mots, je vous propose d'approuver le procès-verbal du Conseil du 13 octobre dernier. Est-ce qu'il y a des observations? Pas. Il est adopté à l'unanimité. Il n'y a pas de vote contraire, d'abstention. Bien. Concernant le compte-rendu des attributions exercées par le président par délégation du Conseil communautaire, est-ce que là, il y a des demandes de précision? Même si ce n'est pas soumis au vote. Pas de demande de précision. Bien, donc adopté. Et concernant le compte-rendu des attributions exercées par le bureau délégation du Conseil communautaire, même question, est-ce qu'il y a des demandes de précision sur l'élément qui vous vu? Si ce n'est pas soumis au vote, on considère donc que c'est adopté également par l'ensemble des membres présents. Bien. Avant de démarrer ce conseil, vous dire, chers collègues, quelques mots en vous souhaitant la bienvenue. Alors, je vous imagine pour certains un peu déçus de me voir seul en tribune, en tout cas sans la présence d'un homologue de la métropole européenne de Lille. Je dois vous mettre en tout cas les excuses sincères de Castelin, qui m'a empêché de voir. Alors, je ne lui en tiens pas rigueur, puisque ce n'est que partie bienvenue ici, il reviendra. J'exprimerai donc plus longuement une prochaine fois de ce que j'avais souhaité que nous fassions avec la métropole européenne de Lille. Mais j'avais proposé dans un premier temps que nous profitions de la présence du président pour échanger librement sur la façon dont nous percevons la métropole et sur la façon dont la métropole nous perçoit. Cela dans le but de construire un partenariat parfois très opérationnel, parfois plus politique, sur quelques grands sujets. Je pense notamment à l'eau, au développement économique et bien sûr aux mobilités, avec en ligne de mire le projet de réseau Express Grand Lille, qui est très attendu de part et d'autre de l'autoroute. Bref, comme je le disais, ce n'est que partie remise et nous accueillerons avec plaisir Damien Castelin lors d'une prochaine séance. Ceci étant dit, je vous propose d'évoquer directement ce qui reste l'ordre du jour et qui est plutôt un gros morceau. On parle de la contractualisation entre les villes et la communauté d'agglomération. Et je crois qu'elle n'est rien d'autre finalement une méthode qu'on se donne au service du projet. Ce projet, est-il nécessaire de le préciser, c'est notre projet de territoire écologique. Je tiens à le rappeler ce soir encore, ce projet de territoire, ce n'est pas seulement le projet du mandat communautaire, c'est le projet de mandat pour tous les élus du territoire, y compris au titre de leurs mandats municipaux. Je crois me souvenir qu'on l'a élaboré tous ensemble, et a ensuite été adopté à l'unanimité. Au service de ce projet de territoire, l'agglomération n'a que deux façons d'agir selon les thématiques. Soit elle le fait directement au titre de ses compétences, soit elle le fait indirectement aux côtés des communes en soutenant l'action qu'elles mènent au titre de leurs compétences. Bien, la contractualisation, chers collègues, ce n'est rien d'autre que cela, valider le soutien de l'agglomération à l'action des communes. Notre objectif est clair, on veut faire à travers ces contrats, c'est soutenir à tout prix l'investissement, celui des communes, et le soutenir de manière assez inédite, que nous le ferons au prix d'au moins 50 millions d'euros. Nous y reviendrons en détail tout à l'heure. La seule condition que nous avons posée était la suivante, que l'investissement soit au service de la transition écologique du territoire. Et force est de constater que c'est une priorité que nous partageons, puisque les projets qui nous sont remontés vont tout à fait dans ce sens. Alors j'ai demandé à Régis Delattre, à Marcello Della Franca et à Christian Musial de m'appuyer dans la présentation des délibérations de ce Conseil, chacun en ce qui les concerne, sur la mécanique financière globale de la contractualisation et sur les 5 fonds de concours thématiques qui la concrétiseront. On va donc rentrer très rapidement dans le vif du sujet pour parler critères et enveloppes, parce que je comprends bien que c'est au cœur de vos priorités à toutes et à tous. Et nous pourrons regarder aussi, si c'est votre volonté, la liste des projets de chaque commune, puisque c'est dans votre dossier de séance. Je ne suis pas certain que ce soit prioritaire dans nos échanges, en tout cas ce soir. Voilà, chers collègues, le contenu de nos débats pour ce soir. Nous travaillons à ces contrats depuis plusieurs mois maintenant et j'aimerais vous remercier toutes et tous pour la bonne volonté que vous y avez mise. Avant de céder la parole, j'aimerais également remercier très sincèrement les services pour l'énorme travail qu'ils ont fait avec leurs homologues des communes pour aller vraiment dans la dentelle de vos projets au prix de dizaines d'allers-retours dans nos 14 communes en quelques semaines à peine.
Vous avez toute notre reconnaissance, sachez-le. Ceci étant dit, je vais laisser le micro à Régis Delattre pour la suite et un rappel de la mécanique globale de la contractualisation. Merci encore de votre attention et merci à toutes pour votre participation ce soir. Lancement du service d'ambition. Recrutage global. Allez, ensuite. On appuie. Rationnel. Démarche globale. D'abord, nous avons voté notre trajectoire ensemble. Également, acte pour la même période, pour réguler. Non, abondant d'abord l'enveloppe, notamment, car poser un cadre, méthode globale, que derrière la force, il y a le permanent qui amène à retravailler forme de science, efficacité de l'ensemble. Et moi, je félicite permet la. Bien sûr, l'idée de tout cela, service, impact, la charge globale, carte de la et cela, ambition collective, partage, travailler, communauté. Politique. Servir de la par un définir des nouveaux cadres d'intervention, accélérer la curiosité, je rappelle le la réduction de l'inclusion, de la promotion, la formation alimente, actualise la programmation
ça qui est au être à investir là où c'est les villes, leur capacité. Par le biais de l'échelle de notre. C'est bien ça le caractère innovant. Permet d'avoir une approche d'investissement à l'échelle de l'agglomération. Invention avec une coproduction partagée. L'agglomération qui intervention imprègne le principe de réalité et au niveau de la référence partagée, fonctionne relevant de l'intérêt de la construction. C'est aussi de doter collectif, simplifier, alimenter, nature, calendrier, les modes de financement. Donc, inventer, invention, quelques points de. J'ai également rappelé quelques calendrier parce que temps à poser acte, donner le marché du travail, approche série de rencontres et expliquer et remonter investir aux agents communautaires saisis de la dynamique que nous avons collectivement réussi. Autour des préparations aboutit à un point final. Un deal travailler la conférence des maires pour présenter sur la un petit serpentin point d'entrée. Globalement, c'est les ACO comme on voit la compte machin ou mise simple, cohérent, pragmatique, et d'échanger entre nous, de dialoguer, de concerter nos projets et de faire œuvre utile. Eh bien, le périmètre des 14 contrats reprend globalement, c'est un contrat global d'intervention communautaire sur la commune et de réciprocité. Ça permet de rendre visible l'intervention de l'agglomération à tout niveau, à tout point de vue, à destination de la collectivité. Chacun saura les efforts qui sont faits à destination des membres de cette agglomération. Du coup,
ça nous fait... on met dans ce périmètre, on met dans ce contrat global toutes nos approches. Les fonds de concours, bien évidemment, le FIFU, donc le fonds d'intervention urbain, les questions aussi de reversement de fiscalité et de mutualisation. Vous voyez, on a un périmètre qui est un périmètre large, mais qui montre bien, qui permet de bien visualiser, de bien appréhender les efforts faits par la collectivité, par le PCI, par l'agglomération en destination des communes. Donc c'est un contrat global. Des montants qui sont plafonnés à travers notamment les fonds de concours. L'enveloppe, vous l'avez indiqué, Monsieur le Président, et ça avait été posé au moment du vote du budget, une enveloppe de 35 millions d'euros à destination de l'ensemble des fonds de concours. La question aussi, et nous avons délibéré pour étudier la prise de compétences, mais en attendant la prise de compétences et pour un peu expérimenter le sujet, nous remettons 15 millions d'euros sur la table pour financer à travers un fonds de concours spécifique qui va préfigurer, qui permet de préfigurer les enjeux en matière d'aménagement et de voirie, en prenant en compte les chantiers liés à l'ERBM, les chantiers liés à l'ANRU, les chantiers liés au PAS et au PEPS concernant les compétences eau et assainissement, et aussi la question de l'ORT. Donc ce n'est pas 35 millions d'euros, c'est 50 millions d'euros qui sont effectivement posés par l'agglomération d'ici à 2026 pour accompagner la dynamique de projet portée par les villes, encore une fois, interfacée, articulée avec le projet de transition écologique. 50 millions d'euros. C'est forcément un contrat, il y a des engagements réciproques de part et d'autre, et donc un calendrier d'engagement. On vise bien sûr la mandature 2022-2026 avec une clause de revoyure, parce que les choses peuvent évoluer, la maturité des projets peut également être interrogée, et encore une fois, l'idée avant tout est d'être efficace. Pour être efficace, il faut avoir l'agilité, tout en respectant les cadres normatifs, financiers, contractuels et juridiques, mais il faut avoir l'agilité de conciliation des projets et d'accompagnement au niveau des villes. On a réussi collectivement à trouver les ressorts de cette agilité. Donc la revoyure en 2024 pour réajuster possiblement les projets. Et puis il y a la fongibilité entre les différents fonds de concours. On va l'évoquer. Les enveloppes, elles sont perméables. Revoyure en 2024, forcément, à un moment, si on n'a pas de concrétisation au niveau des projets, c'est normal. Quelque part, on aura des dégagements de crédit et des réaffectations. C'est aussi un élément de souplesse. Ce qui nous amène dans notre cheminement à aller vers les règlements d'éligibilité des dépenses. Donc on pose aussi dans le fonds de concours quelles sont les dépenses qui sont éligibles et qui vont pouvoir être prises en charge dans la question des bâtiments, des friches, de la renaturation, des voiries, sur notamment 2 fonds de concours spécifiques. Des modalités de mise en place, reprises dans le contrat, des versements d'avance, parce que là aussi il faut pouvoir réussir à amorcer, et généralement quand on a un projet, une initiative, qu'elle réussit à croiser des financements de l'agglomération maintenant, possiblement du département, voire de la région, eh bien le tout c'est de commencer, et parfois chacun des financeurs se cherche. Et pour cela, eh bien l'agglomération fait l'effort de consentir une avance aux collectivités pour la mise en œuvre des projets, pour amorcer la pompe et faire en sorte que les choses puissent efficacement se concrétiser. Modalité de mise en place, avance. Du coup, eh bien, c'est 14 conventions particulières qui sont présentées au Conseil communautaire de ce jour. Ce n'est pas un contrat standard, c'est un contrat sur mesure avec chacune des 14 villes de notre agglomération. Voilà, là aussi, un caractère un peu inédit. Ce n'est pas quelque chose de standard, c'est du sur mesure. C'est de la dentelle. De la dentelle dans le cadre, de la dentelle dans l'écriture, de la dentelle dans le financement des projets. Et puis, bien sûr, on tend la main, mais il faut que cette main puisse être saisie. Et donc, nous aurons dans nos communes respectives, à partir de ce jour, et le plus rapidement possible, ça tombe bien, on est en fin d'année, on a toutes et tous des exécutifs et des instances délibératives, eh bien, chacun devra délibérer sur ce contrat pour qu'il puisse être signé. Et
ensuite nous pourrons rentrer très rapidement dans une phase opérationnelle, parce que les beaux projets qui nous ont été présentés, que vous nous avez présentés, pour lesquels on a échangé, ne demandent qu'à une chose, eh bien, c'est de se traduire en actes et d'être concrétisés. Ce qu'on recherche, et c'est un peu notre point final, hein, point d'entrée, le périmètre, qu'est-ce qu'on met dans le contrat, le point final, notre objectif, c'est bien l'efficacité du programme de transition, du projet de transition écologique. Voilà sur la présentation du mécanisme. Alors, la suite, une fois qu'on a posé le cadre, on l'a resitué, on l'a posé, on l'a bien intégré. Nous avons, au-delà du contrat à passer entre l'agglomération et chacune des collectivités, nous aurons à délibérer ce soir sur des cadres d'intervention. Alors, quels sont ces cadres d'intervention? Un contrat complété par commune, j'y reviens pas. Donc, un contrat global, des cadres d'intervention, le règlement du fonds de concours de transition écologique, un règlement fonds d'intervention sur le foncier urbain, fichu qui reste encore à venir. Tout ça permet d'être dans les 2,5 millions par 14 dans l'approche des 35 millions d'euros. Et puis, un fonds de concours spécifique lié aux aménagements, à la voirie, spécifiquement pour régler des questions, en tout cas des problématiques, et accompagner les collectivités sur des problématiques liées à l'ERBM, à l'ANRU, à l'ORT, encore une fois au PAS et au PEPS, dans l'accompagnement des politiques eau et assainissement. 50 millions d'euros, un contrat, des cadres délibérés pour pouvoir agir. Voilà un peu la forme de résumé de ce qu'on évoque, la transition avec le contrat. On a les projets des villes, 221 millions d'euros. C'est la volumétrie globale recensée à travers les projets que vous nous avez remontés, pour lesquels nous avons échangé. 221 millions d'euros. Cadre d'intervention revisité à travers le contrat, on le voit, hein. Quels sont les cadres d'intervention qui vont donner lieu tout de suite après à présentation et délibération. Un fonds d'intervention, un cadre d'intervention lié au bâtimentaire et à l'énergie, sujet ô combien prégnant. Aménagement des friches et FIFU, renaturation qualité paysagère et voirie espace public, avec 2 fonds de concours qui ont été présentés, un spécifiquement dédié encore une fois à des problématiques ORT, ERBM et autres. Une clause de revoyure, la contractualisation avec l'enveloppe pour les villes, pour les communes, avec en point de mire bien sûr la souplesse, la fongibilité des fonds de concours. C'est-à-dire que j'ai un projet, je l'ai aujourd'hui contractualisé, en tout cas repéré, parce qu'aujourd'hui on est plutôt dans du repérage, hein, et ça permet aussi de donner une intention. Elle est plutôt, on consomme plutôt sur le bâtimentaire énergétique. Et puis voilà, il y a d'autres sujets, et puis on peut aussi un peu changer d'avis et aller sur les aménagements ou sur la renaturation, voire sur la voirie. Il y a de la fongibilité, hein, les fonds d'intervention sont globalisés. Hein, donc c'est le contrat qui met le chapeau global, et ensuite on a la possibilité de travailler dans des enveloppes fongibles entre les différents cadres. C'est la souplesse maximale. On ne peut pas faire plus souple. Sincèrement, on ne peut pas faire plus souple. Nous avons réussi à inventer collectivement un modèle qui est complètement inédit dans la relation entre un EPCI et les villes. C'est complètement inédit. Complètement inédit. Contractualisation, enveloppe commune, calendrier de consommation. Bien sûr, être efficace, être efficient, c'est aussi de consommer les enveloppes d'ici la fin du mandat ou plus tard. Et puis, 2 vecteurs, hein, pour encadrer l'approche, en partant encore une fois des projets des villes, l'accompagnement des services de l'agglo, l'accompagnement des élus communautaires au service des villes, et puis c'est l'efficacité, hein, pour que chaque euro investi soit un euro qui soit complètement utile pour les habitants, utile pour le territoire. 2 points d'information essentiels. Quels sont les investissements finançables, hein, pour être clair, les fonds d'intervention, les fonds de concours et la logique de contrat, c'est un accompagnement à l'investissement. Donc on est bien sur cette thématique-là. Donc réalisation d'un équipement, donc exemple acquisition de terrain en vue de la réalisation d'un équipement, recevable. Des aménagements de terrain, travaux de viabilisation, recevable.
des constructions, bâtiments, installations générales, agencements, bref, hein, tout ce qui est, on rentre un peu dans la mécanique et dans la technique, mais en tout cas, on finance des investissements au niveau de l'agglomération. En tout cas, c'est la clé d'entrée principale. Quelques mots aussi rapides, pour ne pas trop déborder, sur les finalités des cas d'intervention. Vraiment, on l'a dit, on l'a posé, c'est l'accompagnement des communes, donc par des mécanismes incitatifs, orientés bien sûr vers la transition énergétique, mais c'est notre projet collectif, et vers un projet de territoire écologique, en améliorant, et c'est au cœur de notre préoccupation politique, la qualité de vie des habitants et des habitantes de l'agglomération d'Enel-Cahors. On privilégie une vision stratégique, des projets en neuf mais aussi en réhabilitation, avec une approche globale ou par élément. C'est suivant là aussi les besoins des villes. Exemple, possibilité de financer des études de diagnostic, des schémas directeurs, des travaux de la construction de l'aménagement, voire aussi des opérations avec des tiers. Vous voyez que on couvre un panel, un spectre très très large au niveau des finalités d'intervention. Merci Régis. Ces questions qui poursuivent. Voilà. Petit problème de connexion. Oui, alors, pour rebondir sur ce qu'a pu dire Régis et dans la continuité du président, alors, ma présentation, elle sera bien plus terre à terre, puisque Régis nous a présenté le cadre global, bien sûr, de cette contractualisation d'aujourd'hui. Et donc, je ne veux pas trop m'étendre sur les critères. D'abord parce que, à mon tour, de me féliciter des échanges, du travail qui a pu être réalisé et par les services de la CAC et les services des communes, surtout, qui ont fait évoluer aussi à travers plusieurs réunions la démarche, puisque il s'agissait d'abord, à travers les projets présentés, de ne pas s'éloigner trop et de ne pas dénaturer trop les objectifs initiaux et de donner du sens au E du PTE. Je vous rappelle qu'on est sur un projet de territoire écologique et qu'il s'agissait de répondre quand même à certains critères. Et on a vu au fur et à mesure de l'élaboration, de l'écriture de ces 71 projets qui nous ont été remontés, une évolution répondant aux objectifs et donc accordant une réelle plus-value environnementale. Il s'agissait de rentrer dans les cases et puis pas retomber, là aussi ça a été dit, dans cette logique de guichet qu'on a souvent décriée ici et de répondre aux exigences d'un projet qui se veut structurant et surtout concordant aux enjeux d'aujourd'hui. On le voit notamment avec les factures qui explosent et dans la continuité surtout aussi de tout ce qui a pu être mis en place, puisque le PTE s'inscrit dans une certaine continuité de chartes, de plans climat, etc. Et donc voilà, c'est ce fil directeur que toutes et tous ont réussi à suivre, puisque là aussi ça a été dit, il n'y a pas beaucoup de projets qui ont été retoqués entre guillemets. Il y en a certains qui ont été retravaillés, d'autres renvoyés à la clause de revoyure parce qu'ils n'étaient pas complètement prêts. Mais en tout cas, beaucoup de choses ont été prises en compte et beaucoup de ces projets restent en totale cohérence avec les fiches, les chantiers, le processus d'élaboration, de concertation, etc. qui a été mis en place. Donc à partir de là, ça a été dit, 4 grands thèmes ont été identifiés, évidemment, le bâtimentaire avec la recherche, d'actualité, d'efficacité énergétique, la voirie et les espaces publics, le traitement des friches, on y reviendra aussi, c'est Marcello, et la renaturation, la qualité paysagère. Donc sur le bâtimentaire, que dire, si ce n'est que c'est une forte proportion des dossiers déposés, 35 sur 71, et c'est donc 35 sur 71 qui vont tendre vers le 60% d'économie d'énergie. Alors, on a distingué la réhab du neuf. Alors, sur la réhab,
c'est la note énergétique, les études en amont qui doivent permettre bien sûr de justifier les 60% d'économie d'énergie. Bon, les critères vous ont développé, mais c'est à partir de ce moment-là justement que la totalité des travaux pourra être pris en charge. Et ça, c'est peut-être une précision importante à apporter, c'est que parfois dans certains dispositifs, alors que la CAG relayait ou qu'elle portait elle-même, ou qui était portée par d'autres, c'était que ce qui permettait d'apporter une plus-value environnementale, c'est-à-dire l'éclairage, l'isolation, qui pouvait être financé. Là, on va bien au-delà, puisque à partir du moment où vous atteignez, ou seront atteints les 60% d'économie d'énergie en réhabilitation, c'est la totalité des travaux, et même du carrelage qui n'apporte rien à l'efficacité énergétique. Voilà, je cite des exemples comme ça, même le carrelage dans une rénovation sera pris en charge, tout comme la peinture. Enfin voilà, on est allé au-delà, bien sûr, de certains dispositifs qui ne sont pris en compte que les postes voués aux économies d'énergie. C'est bien la totalité des travaux qui sont pris en charge à partir du moment où on arrive à 60% de gains. Et dans le neuf, alors évidemment, il fallait avoir d'autres référentiels. Donc la RT 2012 en était un, la RE 2020 également, sauf qu'elle n'existe pas forcément, et notamment pour les salles de sport. Donc c'était un référentiel auquel on n'était pas en mesure sur lequel on n'était pas en mesure de s'appuyer. Donc là aussi, une souplesse. Je ne vais pas parler de tolérance parce qu'on sait que de part et d'autre, il y a eu des échanges, du travail de fait pour atteindre aussi un niveau d'efficacité, des seuils. Et donc, tout a été mis en œuvre pour justement tendre vers la RE 2020, même quand elle n'existe pas. Alors, avec une exigence qui a plutôt été bien perçue et dont chacun s'est approprié, d'intégrer dans chaque projet neuf deux éléments vertueux en termes d'énergie. Donc vous les avez, des énergies renouvelables, donc ça peut être la pose d'une chaudière, ça peut être la pose de panneaux photovoltaïques, ce genre de choses. Et puis un élément vertueux autre qu'à dimension énergétique. Et là, on parle tout de suite de végétalisation, d'économie d'eau. Enfin, là aussi, je ne vais pas lire ce que vous avez sous les yeux. Mais en tout cas, dans le neuf, l'approche a été un peu différente que dans l'ancien, avec des références existantes. Et puis, cette possibilité d'aller un peu plus loin à travers la prise en compte, l'utilisation d'éléments vertueux qu'on connaît tous. Ça, c'est pour le bâtimentaire et l'énergétique. Donc, sur les friches, je ne sais pas si c'est Marcello qui prend la main dans ces cas-là. Vas-y, Marcello, sur l'aspect friche. Alors, la réhabilitation des friches sont des dossiers souvent complexes et coûteux, mais ils représentent un enjeu majeur d'aménagement aujourd'hui. Un moment de l'histoire où le foncier commence à se faire rare, et à un moment également où nous devons nous engager dans la sobriété foncière, incitée en cela, notamment par la loi climat et résilience, qui vise notamment à la réduction de la consommation foncière de moitié sur toute la France d'ici à 2031 et au zéro artificialisation nette à l'horizon 2050. Alors, pour prétendre à ce cadre d'intervention, donc les réhabilitations de friches doivent avoir comme objectif donc la réalisation d'équipements publics de nature ou des réhabilitations de friches en vue d'aménagement. Ce cadre d'intervention peut être mobilisé par les communes directement, mais aussi par les opérateurs dans le cadre d'opérations d'aménagement, dans le cadre d'un fonds d'intervention de foncier et urbain, mais qui fera l'objet d'une autre délibération, parce que le règlement de ça n'est pas encore prêt. Alors la condition de financement de ces opérations par les opérateurs se fera dans cette logique de bilan global d'opération, c'est-à-dire qu'on viendra intervenir sur le déficit d'opération uniquement une fois que toutes les opérations sont réalisées. Donc c'était un des points de vigilance, ces bilans d'opération. Il y a également des conditions, bien sûr, à respecter. Donc
Donc les coûts éligibles sont les études, les coûts d'acquisition foncière, de dépollution de sites, de démolition des bâtiments et d'équipements, de viabilisation des friches, que ce soit pour les communes ou pour les opérateurs. Enfin, il y a quand même, il faut prendre cette condition également de s'engager pour les communes qui acceptent de contractualiser avec l'agglomération, de ne pas changer la destination du projet dans les 5 ans, après la réception finale des travaux. Donc ici, il s'agit de 7 dossiers qui avaient été identifiés, mais il y a encore des demandes qui arrivent, et donc les communes peuvent encore... je regarde Monsieur Fonck qui reçoit les demandes et qui les traite administrativement avec les services. Donc il y avait déjà 7 projets sur Courrières, Drocourt, Évin, Le Forêt, Noël-Godeau et Dourges, et Courcelles également et Nain-Beaumont se sont manifestés sur d'autres projets, donc je ne vais pas venir en détail dessus. Voilà. Voilà, Monsieur le Président, sur les friches. Voilà. Le troisième cadre d'intervention porte sur la renaturation. Alors, à l'inverse de ce que je vous disais tout à l'heure sur le bâtimentaire, là, très peu de dossiers ont été déposés dans cette thématique-là. Alors, peut-être parce que déjà la CAC est très largement intervenue là-dessus, sur les notions de tram vert, tram bleu, etc. On a un territoire bien maillé de ce point de vue-là. Mais aussi parce que ça rentrait au moins pas dans une des cases qui était d'atteindre au moins le seuil de 100 000 euros. Et ça a été dit tout à l'heure, de 100 000 euros de projets subventionnables. Et globalement, on n'a pas eu de plan arbre ou de plan verdissement qui permettait d'atteindre ces sommes, si ce n'est du saupoudrage, entre guillemets, à droite, à gauche. Et ce qui explique sans doute le peu de dossiers qui ont été déposés dans cette thématique-là. Néanmoins, il y en a quand même 6 sur 71. Il faut s'en féliciter quand même. Alors des projets... évidemment que vous devinez tous, des cheminements pédagogiques, la création de jardins partagés ou de vergers, des plantations d'arbres. Enfin, l'important, c'était de désartificialiser en quelque sorte des espaces et de les rendre à la nature, quelle que soit leur vocation, qu'elle soit paysagère, qu'elle soit pédagogique, qu'elle soit sociale quand on parle d'un jardin potager, par exemple. Mais en tout cas, sur les 71 fiches qui nous ont été remontées par les communes, 6 portent sur la renaturation. Et puis enfin, la dernière thématique. Alors, dans la perspective, peut-être de cette fameuse prise de compétences voirie qu'on a évoquée, porte sur l'aménagement de voiries et d'espaces publics. Alors, 23 dossiers ont été déposés, 9 à enjeu communautaire. Alors, ils ne rentrent pas forcément dans cette enveloppe de 2,5 millions, mais dans l'autre qui a été identifié de 15 millions parce qu'ils sont concernés par le RBM ou par des PAS, des PA, etc., l'ORT, enfin, tout comme ça vous est écrit. Donc là, de ce point de vue-là, aussi, sur tout ce qui est voirie, à partir du moment où ça relevait du PAS et du PAV ou des thématiques que je vous ai énoncées, tout pouvait être pris en compte. Sur le reste, c'est les postes qui apportent une réelle plus-value, qui ont été d'abord étudiés, pris en compte et qui seront cofinancés. Alors, qu'est-ce que j'entends par ces postes? Là aussi, je vais parler par des exemples. C'est qu'une piste cyclable peut l'être à défaut de la totalité d'une voirie, puisque c'est bien à l'aménagement de cette piste cyclable qui n'aurait peut-être pas été aménagée s'il n'y avait pas eu la contractualisation qu'on s'attache. La rénovation de l'éclairage public, la question de l'eau, enfin, toutes ces choses-là qu'on prend en compte parfois dans des projets globaux, et quand ils ne le sont pas, du coup, c'est poste par poste qu'ils seront financés. Alors, avec un point de vigilance, ou en tout cas une difficulté qu'on a rencontrée, c'est sur le financement de l'enfouissement, puisque cette règle
vous la connaissez peut-être tous au niveau des communes. La plupart des réseaux appartiennent à la FDE, et il nous était compliqué d'attribuer un fonds de concours pour attribuer une subvention à la FDE, puisque c'est la mécanique que normalement tout le monde rencontre, en tout cas le montage que tout le monde rencontre dans ces projets de voirie. Ce qui fait que les projets d'enfouissement sont dans la majeure partie des cas exclus des dispositifs de financement, sauf quand ils relèvent d'un cadre d'intervention bien plus global, dans cette fameuse enveloppe des 5 millions max et des 15 millions totaux qui peuvent être attribués au titre de l'ERBM, de l'ANRU, ORT, le PAS, PEPS, etc. Comme c'était presque le cas jusqu'à maintenant, avant la contractualisation, puisque le PAS, le PEPS ont toujours existé, faisaient l'objet parfois de mou. Enfin, là aussi, c'est des dispositifs que vous connaissez. Alors, le détail, on le donnera peut-être un jour, hein, des montants fléchés, alloués pour chacun des projets. Mais en tout cas, voilà, une intervention en voirie pour l'éclairage public, on en parle tous en ce moment. On a des prévisionnels de nos factures qui ne sont pas très encourageants pour l'exercice 2023, et donc beaucoup de communes se sont engouffrées aussi dans cette nécessité aujourd'hui. On ne parle plus que de paysage, mais on parle aussi d'efficacité énergétique pour nos voiries, donc que des choses qui peuvent être financées. Vous avez voilà les exemples. Enfin, je suis allé bien plus loin que la diapo qui vous est présentée juste derrière, mais voilà, on parle de zones de mobilité apaisée, de création de voies piétonnes, de création de pistes cyclables, l'éclairage public, alors à condition qu'on atteigne 70% d'économie d'énergie, mais c'était déjà un critère derrière lequel on se réfugiait sur l'ancien fonds de concours éclairage public, et puis après la déminéralisation, les îlots de fraîcheur, etc. Enfin, toutes les plus-values, toutes les considérations écologiques qui peuvent être intégrées à un projet de rénovation de voirie sont prises en compte. Voilà. Merci Christian, et merci à mes 3 collègues qui ont participé donc à la présentation de cette contractualisation proposée aux communes à travers cette projection. Avant de vous faire délibérer sur les trois rapports qui ont attrait à cette contractualisation, s'il y a des prises de parole ou des questions ou des remarques, je vous cède bien volontiers le micro. Oui. Daniel. Pas mis dans le bon sens. Oui, Monsieur le Président, mes chers collègues, effectivement, nous sommes ici ce soir autour d'un tournant un petit peu de l'action politique de notre EPCI en direction des communes, et on ne peut que s'en réjouir. Et la ville de Libercourt, que je représente avec mes collègues ce soir dans cette instance, se réjouit effectivement de la mise en place de ce contrat entre la CAC et les communes. Cela va bien entendu rapprocher davantage encore le PCI des citoyens de notre territoire. La ville de Libercourt a, comme d'autres villes, bien entendu, imaginé un plan d'investissement pour la totalité du mandat en cours. En ce qui concerne Libercourt, on n'a pas eu beaucoup de mal à pouvoir compléter les financements que nous avons prévus par ceux de la CAC. Mais nos besoins d'investissement à l'échelle des villes, à l'échelle du territoire, sont beaucoup plus vastes que cela. Vous avez cité la région, bien entendu, et la région doit être à nos côtés, je pense, dans les semaines et les mois à venir, pour venir démultiplier l'effort fait par la CAC dans l'aide à l'investissement. Et puis, juste pour dire en aparté que le département également peut contractualiser avec chaque commune de ce territoire, bien entendu, dans le cadre de ses compétences. Les premiers contrats aujourd'hui sont terminés, les 2 seconds sont en train d'être mis en place. Là encore, ce sont des fonds qui peuvent venir abonder, venir compléter ceux qui sont mis à disposition des communes en complément par le PCI, je l'espère par la région et le département. Je n'ai
pas entendu parler dans les différents propos tenus par les uns et les autres de l'action de l'État, sauf au travers, bien entendu, le RBM, que tout le monde juge insuffisant. L'ANRU, peut-être, mais l'ANRU, c'est tellement difficile à mettre en place qu'on se demande quand est-ce qu'on pourra enfin bénéficier des premiers crédits. Et puis, je pourrais continuer avec l'ORT, etc. Des gros nuages qui planent autour de nos têtes, mais on ne voit jamais rien arriver. Donc j'aimerais bien également que l'État soit interpellé pour venir participer à cette formidable politique qui est mise en place ce soir par la CAC. Merci Daniel, c'est vrai qu'on donne là aujourd'hui une visibilité en tout cas sur l'investissement proposé dans les communes par le biais de cette contractualisation. Les leviers, ils sont maintenant possibles avec le département qui contractualise, avec la région qui également, à travers le projet Acte, va contractualiser également, et puis je l'espère en tout cas avec le soutien de l'État. Ce que l'État nous demandait souvent, c'est d'être visible et d'avoir des sujets portés à l'échelle de l'agglomération. C'est désormais chose faite. C'est ni plus ni moins que les engagements qui étaient les nôtres il y a quelques années. C'était de se doter d'un projet de territoire, voilà, que l'on a voté ensemble, d'avoir un pacte financier et fiscal, un budget qui permette aujourd'hui de contractualiser et de soutenir l'investissement des communes. Voilà, on n'a fait que respecter aujourd'hui les engagements qui étaient les nôtres. Et il faut essayer, dans cette dynamique, d'entraîner bien sûr départements, régions et États. Ça ne sera que plus efficace sur nos territoires, qui vont en avoir besoin, puisque je ne pense pas qu'il y ait une commune ici ce soir qui ne subisse pas l'augmentation des dépenses d'énergie et puis qui ne constate pas le réchauffement climatique qui est le nôtre, avec tous les besoins que cela nécessite à l'échelle de nos communes. Est-ce qu'il y a d'autres... Bernard, tu voulais intervenir ? Oui. Merci Christophe. Oui, mes chers collègues, effectivement, nous sommes dans la continuité des axes politiques qui ont été mis en œuvre maintenant depuis le début de ce mandat, depuis 2020. Parmi ces axes, ça a été rappelé, il y a un peu plus d'un an, nous avons adopté et délibéré en faveur du projet de territoire écologique de l'agglo, en direction des communes et de ses habitants. Pour mettre en œuvre ce PTE, nous avons aussi adopté le pacte financier et fiscal qui devrait permettre un équilibrage entre les 14 communes de l'agglomération. C'est un gage de solidarité entre ces 15 collectivités que sont donc les communes et l'agglo. Aujourd'hui, il s'agit de la contractualisation, donc d'engagements réciproques entre la CAC et les 14 communes, et c'est la suite logique des actions entreprises précédemment. Ce dispositif nouveau, inventé, comme l'a dit Régis Delattre, va dans le sens de notre conception d'une intercommunalité de projets, parfois communs, en tout cas concertés, discutés, pour être finalement mise en œuvre selon la méthode qui donc a été présentée par les différents intervenants. Nous ne pouvons que nous satisfaire de cette contractualisation qui définit donc les engagements de chacune des parties de façon transparente. Je voudrais mettre le doigt sur une particularité de la CAC, qui est la disparité des villes qui la composent, ne serait-ce que par la taille et la population. Il y a des grosses communes, il y en a des plus petites, hein. Et il y aura peut-être, d'ailleurs, quelle que soit la taille des communes, des interrogations sur les capacités des uns et des autres à consommer les enveloppes d'ici 2026, d'où l'importance de la clause de revoyure prévue dans ce contrat, qui permettra aux communes d'ici à 2024 de rendre éligibles les fiches actions déposées jusqu'à ce jour, ou peut-être d'en enlever, et voire d'en porter d'autres, hein, comme ça a été évoqué. En tout cas, c'est à nos yeux, c'est à mes yeux un élément très important de cette démarche de contractualisation dans un contexte, et Daniel l'a dit, social, économique, budgétaire, mais également environnemental, empreint d'incertitude pour les collectivités. C'est important de l'avoir
à l'esprit dès ce soir. Merci. Pas de... Oui, monsieur Briouat, je vois que le micro est allumé. Oui, merci Monsieur le Président. Vous avez fait le choix, Monsieur le Président, il y a quelque temps, de faire en sorte que la ville d'Hénin-Beaumont, que les élus majoritaires de la ville d'Hénin-Beaumont ne siègent pas dans l'exécutif de l'agglomération. Donc nous avons cette liberté de ton et cette liberté de parole qui parfois peut vous agacer, mais c'est comme ça, c'est le principe de la démocratie. C'est pourquoi je profite de cette délibération pour vous rappeler que nous regrettons la hausse de la TOM de plus de 400% qui vient écraser fiscalement les ménages et les entreprises. Et ce, dans un contexte très particulier, vous l'aurez remarqué, puisque les Français en bavent chaque jour. Certains ne peuvent plus se chauffer, d'autres ont des difficultés pour se nourrir correctement. Certains sont même amenés à vendre leur maison pour essayer de s'en sortir, pour faire en sorte que le coût de la vie soit supportable. Alors augmenter dans ce contexte de 400% la TOM, je considère malheureusement que c'est pas une erreur, c'est une faute politique. Alors vous avez justifié la hausse de la TOM par le coût de traitement et de valorisation des déchets ménagers. Ce que je déplore, Monsieur le Président, et je pense que beaucoup d'élus doivent souscrire à ces propos, c'est qu'à aucun moment donné, l'agglomération, et encore moins le CIMEVAD, n'ont mené de véritables campagnes d'information, de campagnes de sensibilisation, de campagnes pour changer nos comportements. Parce que c'est ça la base. On constate que le volume des déchets augmente et on ne fait rien. On n'agit pas sur la population, on ne leur dit rien. Et vous réagissez par le biais de 4 pages uniquement quand le mal est fait, c'est-à-dire quand l'écologie punitive a frappé de 400% nos concitoyens. Alors j'ai vu qu'en réaction à notre mobilisation, vous aviez fait distribuer un tract anonyme, car il était non signé, je vous rappelle, dans lequel vous dites que la taxe foncière d'Hénin-Beaumont est la plus élevée du secteur. Ce qui est faux. Parce que vos amis socialistes à Liévin, monsieur le Président Pilch, 46%. Je vous rappelle qu'Hénin-Beaumont, c'est 39%. À Salomine, ville communiste, 43%. À Méricourt, ville communiste, 42%. Bref, vous avez oublié de rappeler aussi qu'à Hénin-Beaumont, nous avons baissé drastiquement lorsqu'il y avait la taxe foncière, la taxe d'habitation, nous l'avions baissé de 26 à 18%. Vous avez oublié de dire aussi, Monsieur le Président, que la taxe foncière d'Hénin-Beaumont est passée en l'espace de 5 années de 46%. C'est l'héritage d'un certain Gérard d'Allongeville que certains aimaient côtoyer, de 46% à 39% cette année. Et elle sera encore en diminution l'année prochaine. Alors vous êtes sur une pente dangereuse car Hénin-Beaumont, votre seul argument c'est de dire qu'Hénin-Beaumont, la ville est très fortement taxée. C'est la seule ville de l'agglomération qui baissera encore à nouveau son taux en 2023. Et les courbes, je pense, se croiseront avec la ville de Montigny-en-Gohelle prochainement, puisque nous allons baisser encore cette année le taux de la taxe foncière. J'espère que vous n'allez pas faire de critique à votre camarade, le maire de Montigny, et lui demander de baisser sa taxe foncière. Par ailleurs, je voudrais aussi éclaircir certaines choses, puisque certains élus, mais elle n'est pas là ce soir, disent que nous serions hostiles à l'agglomération. Eh bien, c'est faux. Nous sommes simplement dans notre droit, dans notre rôle de défendre les habitants d'Hénin-Beaumont. Ni plus ni moins. Alors, il n'y a aucune hostilité envers vous, que ce soit dit, aucune hostilité envers l'agglomération. Quand les choses vont dans le bon sens, eh bien, nous le disons au travers du bulletin municipal. Il y a eu de nombreux articles dans lesquels eh bien, nous avons mis en avant l'agglomération. Au conseil municipal, nous avons également parfois loué les actions de l'agglomération. Ça nous arrive. Donc ne voyez pas non plus que du négatif. Lorsqu'il a fallu, par exemple, avoir des soutiens financiers pour la rénovation de la gare, de la piscine, de l'éclairage public, eh bien, nous avons systématiquement loué l'action de l'agglomération. Donc ne voyez pas le mal partout, s'il vous plaît. Alors ce soir, nous allons voter en faveur de la contractualisation entre les communes de l'agglomération et la CAC, mais il y a toutefois une réserve, mais ce n'est pas une opposition, c'est juste une réserve. Et j'espère que vous n'allez pas faire un malaise parce que je vous parle de réserve, mais je vous dis quand même ce que j'ai sur le cœur. Ce que j'ai sur le cœur, c'est que
j'ai l'impression, j'ai la certitude même, que la ville d'Hénin-Beaumont, qui représente 26 000 habitants, est désavantagée et lésée. Car M. Delattre a présenté le nouveau fonds, qui regroupe les anciens fonds de concours et qui correspond au nouveau fonds qui alimenterait en quelque sorte les projets territoriaux en faveur du projet de territoire écologique. 35 millions d'euros pour une enveloppe, pour l'enveloppe pour le 2022-2026. Et ce que je critique, ce qui n'est pas juste à mes yeux, c'est que la répartition de ces fonds ne se fait pas de manière proportionnelle par rapport à la taille d'une ville, par rapport au nombre de ses équipements, par rapport au nombre de ses écoles à rénover, par rapport au nombre de ses sites sportifs. Et nous sommes en ce cas-là désavantagés, puisque sur ces 35 millions, une ville comme Hénin-Beaumont pourra prétendre à percevoir 2,5 millions pendant la mandature, comme une autre ville que j'affectionne par ailleurs pour d'autres raisons, comme Noël-Godeau par exemple, qui percevra elle aussi 2,5 millions. Alors qu'il y a quand même, avouez-le, et ce n'est pas porter préjudice ou de propos mal intentionnés auprès de la ville de Noël-Godeau, mais il y a quand même beaucoup moins d'équipements à rénover à Noël-Godeau qu'à Hénin-Beaumont. Et j'aurais préféré qu'il y ait peut-être une prime pour les villes les plus importantes. La situation pourrait être la même pour la ville de Carvin d'ailleurs, puisque Carvin, 17 000 habitants, eh bien, a peut-être sans doute d'autres structures à rénover. C'est pour ça que je voudrais vraiment que nous puissions avoir en 2024 cette clause de revoyure pour essayer de remettre les compteurs à zéro, parce que ce serait vraiment injuste d'être dans des positions tranchées où chaque commune n'aurait droit qu'à 2,5 millions. Même chose pour l'autre fonds, le fonds de 15 millions, les fonds structurels. Là, nous cochons toutes les cases. Nous avons de l'ERBM avec la cité d'Arcy. Nous avons l'ORT. Alors, l'ORT, ne serait-ce que pour l'aspect voirie et rénovation de centre-ville, pour Hénin-Beaumont, c'est 20 millions d'euros. D'ailleurs, il faudra peut-être le préciser en page 159, puisqu'il y a il n'y a qu'une opération de l'ORT qui a été reprise. Nous avons aussi la rénovation de la ZAC de Deville, NPRU. Donc, et je veux dire, avec 5 millions d'euros par commune, on n'y arrivera pas. Et ce n'est pas vraiment équitable. Il y a également le PEPS. Nous avons un programme très important aussi dans ce domaine. Donc je voudrais, Monsieur le Président, eh bien, que vous vous engagiez publiquement, oralement, pour nous dire qu'il y aura une souplesse dans la mise en œuvre de cette contractualisation, car tout à l'heure le maire de Livercourt l'a rappelé, d'autres collectivités sont en train de dessiner leur projet de mandat. Le président du département est venu il y a un mois à Liévin pour donner les trames des nouvelles orientations politiques du mandat jusqu'en 2027. Donc tout cela doit être pris en compte. La région a fait la même chose avec l'avenue de Christophe Coulon l'autre jour à la Cale. Donc évidemment pour les communes, l'idée c'est quand même de pouvoir voir quel projet pourrait être éligible au sein des différentes collectivités. Et donc c'est pour ça que ce qui figure aujourd'hui dans ce dossier, je voudrais vous entendre dire que ce n'est pas gravé dans le marbre et que nous pourrons, à la marge, eh bien, faire évoluer les choses, parce qu'aujourd'hui, il y a des écoles qui n'ont peut-être pas été recensées et qui pourront bénéficier de ces fonds, alors qu'il y a peut-être des programmes qui ont été inscrits et qui ne verront pas jour. Donc ce que je demande, tout simplement, c'est de pouvoir avoir cette liberté de discuter entre nous, puisque apparemment c'est le leitmotiv de l'agglomération, l'écoute, l'entente, la discussion, de discuter entre nous, mais aussi de pouvoir revoir ces politiques et d'être un peu plus souple que ce qui a été inscrit noir sur blanc dans ces 14 ou 15 pages. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur Briouat. Je vais vous rassurer, je ne vais pas faire de malaise ce soir. Je suis plutôt en bonne santé. Simplement, je pense que vous n'avez pas été attentif ce soir, ou pas assez. Peut-être petite absence que vous avez eue vous n'a pas permis d'entendre ce qui a été dit. Enfin, la souplesse, elle a été abordée par mon collègue Régis Delattre, qui a dit que justement, on aurait le maximum de souplesse pour pouvoir consommer le maximum
de crédit dans le cadre de cette contractualisation. Beaucoup de souplesse et en plus avec des projets qui pourront être traités au fil de l'eau. C'est-à-dire qu'une clause de revoyure, la clause de revoyure, elle intervient en 2024. 2024, c'est pas très loin, ça va arriver assez vite. Et donc en 2024, voir ce qui a été consommé, ce qui ne l'a pas été. Et Régis l'a rappelé, les enveloppes sont fongibles. Donc l'argent qui n'a pas été consommé sur certaines enveloppes pourront en alimenter d'autres. Et donc la souplesse que vous réclamez, elle est réellement présente. Et en tout cas, c'est comme ça qu'elle a été voulue par l'agglomération et c'est comme ça qu'elle a été discutée avec les communes quand elles nous ont fait remonter l'essentiel de leur projet. Après, sur votre intervention au départ, moi je suis désolé, vous avez eu votre temps de communication, nous aurons le nôtre. Et nous avons librement aussi le droit de communiquer sur les sujets qui nous intéressent. Moi, aujourd'hui, vous avez cité des communes, aucune ne fait partie de l'agglomération des Nains-Carvin, donc des communes de la CAL. Et moi, je préside la CAC et oui, c'est vrai que la ville des Nains-Beaumont a la taxe foncière la plus chère de l'agglomération. C'est pas mentir que de dire ça. Un taux de 40%, ça pénalise fortement les habitants de la ville des Nains-Beaumont et ça les pénalisera encore plus puisque vous avez des bases qui sont dynamiques et qu'elles ne manqueront pas d'augmenter dès l'année prochaine et elles viendront donc impacter encore davantage les habitants de la ville des Nains-Beaumont. Moi, sur ma commune, je pense que ce n'est pas la commune la moins bien équipée de l'agglomération, si vous voulez regarder, et on est à un taux de 27%. Donc vous avez des marges, effectivement. Mettez simplement votre taxe foncière au taux de celle de la ville de Courrières, et vous verrez que l'augmentation de l'atome, elle passera quasiment inaperçue pour les habitants des Nains-Beaumont. Après, il est facile aussi, mais ça, je ne vous jette pas la pierre, parce qu'on peut le constater chacun dans nos exécutifs, c'est toujours facile d'aller voter contre les recettes et de se mobiliser contre les recettes quand on demande de prendre des décisions qui sont difficiles, et je le reconnais. Et puis, de simplement valider après les dépenses, et même là, aujourd'hui, de dire engagez-vous, Monsieur le Président, pour que vous puissiez encore dépenser davantage à Hénin pour la population des Nains-Beaumont. La population des Nains-Beaumont n'a jamais été oubliée. L'engagement que j'avais pris, mais je l'ai rappelé, on a respecté nos engagements ici et on arrive aujourd'hui au bout de ceux qu'on avait prévus au démarrage de ce mandat. Moi, je vous l'ai dit, discuter avec le maire des Nains-Beaumont, ce n'est pas un problème pour moi, il a été élu. Politiquement, on n'aura jamais rien en commun, je vous l'ai dit aussi souvent, et je vous le répète aujourd'hui. Maintenant, ce que j'admets peut-être un peu moins, et c'est peut-être là où vous avez vu quelques écarts de ma part, même si je m'énerve quand même rarement, c'est que voilà, on ne peut pas toujours être les premiers parce que vous avez des projets à faire financer et vous êtes plutôt efficace sur la procuration de ces dossiers. Mais on ne peut pas toujours venir réclamer et puis le jour où il y a des décisions difficiles, et ça a été une décision difficile ici pour les élus de la CAC, aller se mobiliser comme vous l'avez fait, surtout qu'en plus, mais ce n'est pas moi qui le jugerai, mais vous avez mobilisé beaucoup d'énergie, beaucoup d'argent, y compris d'ailleurs de l'argent du contribuable des Nains, parce que la manifestation que vous avez faite ici devant l'agglomération, elle s'est faite avec les moyens de la ville, et je ne suis pas persuadé que cela... Non, mais les camions étaient bien siglés ville des Nains-Beaumont, la petite tribune venait bien de la ville des Nains-Beaumont, et les agents qui étaient là présents étaient bien des agents des Nains-Beaumont. Moi, je ne me permettrai pas de le faire dans ma commune. Vous l'avez fait, je ne suis pas sûr que ça soit très légal, mais ce n'est pas ici qu'on va en discuter. Le préfet interpellé, les services de l'État vous diront si vous avez eu tort ou pas de le faire, et si vous êtes répréhensible à ce niveau. Donc voilà, là aussi, vous voyez, on aura l'occasion, nous aussi, d'avoir notre temps de communication. On communiquera très largement sur l'agglomération, vous l'avez fait, ça sera à notre tour maintenant, mais en toute transparence. Et moi, j'ai pas d'état d'âme, hein. Quand je communique, je veux bien dire que c'est moi qui communique. C'est pas un souci là-dessus. Maintenant, sur le sujet qui est quand même à l'ordre du jour aujourd'hui, et Régis Delatte l'a rappelé, c'est inédit. 50 millions d'euros. Moi, je vous dis juste une chose. Dépensez, Monsieur Briouat. Parce que vous avez parlé d'une enveloppe de 2,5 millions d'euros, c'est un fonds de concours. Vous rajoutez 5 millions d'euros pour les dispositifs que vous avez cités, on est à 7,5 millions d'euros en fonds de concours. Ça vous demande d'engager d'ici à 2024 15 millions d'euros. Dépensez-les. Dépensez-les. Et à ce moment-là, on verra sur la clause de revoyure s'il y a besoin ou pas de réabonder les enveloppes qui sont les nôtres. Donc allez-y. Moi, sur le RBM, ça a été le même sujet. Aujourd'hui, l'État a mis beaucoup d'argent. Il nous demande simplement, est-ce que vous avez dépensé l'argent qu'on a mis?
Mais si on n'est pas au rendez-vous en 2024, on ne revienne pas nous dire en 2022, mettez plus d'argent. Dépensez déjà ce que l'on a mis, et ce que l'on a mis, c'est conséquent, c'est inédit, c'est 50 millions d'euros pour jusqu'à la fin du mandat, avec une clause de revoyure qui permettra certainement de faire plus si c'était nécessaire. Et ça, il faut le reconnaître aujourd'hui, et c'est courageux aussi de prendre des décisions comme ça. Mais les élus, et la plupart des élus qui sont ici présents, vont voter cette contractualisation, mais ont aussi voté les recettes quand c'est nécessaire d'en avoir. Parce qu'on ne peut pas dépenser et on ne peut pas réclamer si à un moment donné, on n'est pas courageux pour assurer des recettes à la communauté de l'agglomération. Voilà, moi je vous dis ça très calmement. J'espère que j'ai répondu à votre question. Et discuter sur vos projets, je pense que les services l'ont fait très largement et à de multiples reprises. Et on continuera de le faire à Hénin, comme avec toutes les communes de l'agglomération. Si elles sont éligibles à cette contractualisation, à ces projets, eh bien, elles seront financées. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? On va mettre aux voix. Donc, on a 3 rapports. On a 3 rapports. Qui vont être soumis à délibération et qui vont permettre donc de mettre, comme dirait Régis, sur les fonds baptismaux cette contractualisation. Alors le premier rapport, c'est le rapport 2, puisque, je l'ai dit en préambule, l'absence de Damien Castelin ne permet pas de délibérer sur le rapport numéro 1, et donc c'est à la page 15 de votre document, et on vous demande donc de délibérer sur le cadre général du contrat d'engagement réciproque entre l'agglo et chaque commune membre, et de m'autoriser bien sûr à signer ces 14 contrats tels qu'ils vous ont été joints en annexe. Alors 2 choses sur ce rapport. Ce rapport permet le suivi donc de cette contractualisation par le biais notamment de la conférence des maires, comme ça a été fait dernièrement, et puis d'en dresser un bilan, et cela tous les ans en marge de la préparation budgétaire qui est la nôtre. Donc voilà, 2 choses, le suivi et le bilan qui vous seront proposés suite à l'adoption de cette contractualisation. Est-ce qu'il y a des questions sur ce rapport numéro 2? On peut le mettre aux voix. Il y a des voix contraires, des abstentions? Bien. Donc il est voté à l'unanimité. La deuxième délibération en lien avec cette contractualisation, c'est le rapport numéro 3 qui est à la page 200 donc, du document. Je vais le mettre. Et ce rapport vous propose d'adopter le règlement cadre pour l'instruction et l'attribution des fonds d'intervention communautaire fongibles en faveur de la transition écologique. Simplement, ça encadre les modalités financières et c'est le rappel des 4 thématiques qui vous ont été présentées dans la projection qui a eu lieu ce soir. Pas de problème là-dessus, on peut mettre aux voix. Il n'y a pas de voix contraire, il n'y a pas d'abstention. Donc c'est également adopté à l'unanimité. Et puis ensuite, la dernière délibération, à la page 218 du document, et c'est le rapport numéro 4. Et là, on vous propose donc d'adopter le règlement pour l'instruction et l'attribution du fonds d'intervention spécifique pour les projets à enjeu communautaire. Et là, on se réfère à la liste des dispositifs que vous avez évoqués à l'instant. Ils sont d'ailleurs listés les uns et les autres dans cette délibération. C'est clair aussi pour tout le monde? Bien, je vous propose de délibérer. Est-ce qu'il y a des votes contraires, des abstentions? Il n'y en a pas, donc ces 3 délibérations ont été approuvées à l'unanimité. Je vous en remercie. Voilà, on peut poursuivre l'ordre du jour avec le rapport 5 qui sera le seul, en plus de ces 3 rapports qui ont été évoqués. C'est le rapport 5 et je cède le micro à monsieur François Théré. Oui, Monsieur le Président, mes chers collègues, je vous propose ce soir de clore un vieux dossier, celui de notre zone d'activité économique du Mont-Solo de Carvin. Il nous faut remonter à il y a 20 ans, soit bien avant la loi NOTRe, avant la loi climat et résilience ou même encore notre projet de territoire écologique, pour bien comprendre ce projet. En décembre 2002, pour ceux qui siégeaient déjà ici, nous délibérions ensemble sur la programmation de nos futures zones d'activité
économique d'intérêt communautaire, et notamment celle du Mosolo. Il s'agissait déjà à l'époque de désenclaver la zone communale existante et de commercialiser les espaces viabilisés. En novembre 2013, nous délibérions encore sur ce même sujet pour définir les limites de ce projet et engager les études nécessaires. Ce n'est qu'en décembre 2021, alors que l'ensemble de notre foncier économique est commercialisé à 96% et que nous sommes confrontés à la difficile équation de trouver une solution au projet de développement de nos entreprises locales dans ce contexte de raréfaction foncière, que nous déposons un permis d'aménager pour cette extension. Comme tout projet de cette ampleur, celui de l'extension du Mont-Solo a été soumis à l'enquête publique et cette enquête s'est déroulée du 2 août 2022 au 1er septembre dernier. Elle a donné lieu à un avis négatif de la part du commissaire enquêteur qui vient ainsi mettre à mal l'intérêt communautaire de cette zone que nous avons déjà exprimé et validé en 2002 et vient ainsi contraindre sérieusement notre développement économique. Alors conformément à la possibilité ouverte par l'article L123-16 du Code de l'environnement et eu égard à l'intérêt majeur que représente ce projet pour notre développement économique communautaire, je vous propose par cette délibération dûment motivée de réitérer notre demande d'autorisation de sa mise en œuvre. Vous avez dans votre dossier l'ensemble des pièces de l'enquête, ainsi que l'avis motivé que nous nous proposons de produire à l'appui de notre demande d'autorisation. Alors, sans vouloir rentrer dans le détail de cet avis, il me paraît néanmoins utile de vous rappeler ce qu'est concrètement le projet d'extension du Mont-Solo. Alors, tout d'abord, il concerne 10,92 hectares de foncier, dont 60%, soit 6,2 hectares, sont une ancienne friche de terri. 0,7 hectares de zone humide et 4 hectares de jachère. C'est donc bien un projet de valorisation d'une ancienne friche minière en parfaite adéquation avec notre SCOT, qui, je le cite, nous demande de traiter les friches industrielles, de réhabiliter les sites délaissés afin d'économiser le potentiel foncier et de conforter l'attractivité du territoire. Enfin, les inventaires écologiques réalisés en 2016, 2018, 2021, certains sont encore en cours, n'ont pas démontré d'enjeux importants pour la biodiversité. Une seule espèce protégée à l'échelle régionale est présente sur le site, l'Ophrys abeille, pour les connaisseurs, une variété locale d'orchidées. Notre communauté d'agglomération accorde bien évidemment une grande importance à la préservation de la biodiversité. Sur ce projet, l'un des derniers que nous porterons, 2,1 hectares de zones vertes sont prévues. Au-delà, la zone humide est conservée sur 6200 mètres au lieu des 7050 actuels et une seconde zone humide de 1300 mètres carrés sera créée. Des mesures sont également prévues pour la conservation de l'Ophrys abeille, transplantation, suivi des populations, et des mesures de boisement compensatoires sont prévues sur plus de 3 hectares. En bordure immédiate de la RD 919 et desservie par un giratoire existant, cette zone correspond à une demande économique aiguë en raison de la pénurie foncière. De nombreuses entreprises ont déjà manifesté leur intérêt. C'est le cas de Nour, qui est déjà implanté sur le site et qui souhaite s'étendre pour de nouvelles activités, de Kuhn & Nagel, qui souhaite rationaliser ses flux logistiques entre ses sites de Arnes et de Lesquin. Et c'est enfin deux lots de 2500 à 5000 m² qui pourront être dévolus à l'accueil de TPE-PME. À terme, plus de 150 emplois pourraient ainsi être accueillis sur la zone du Mont-Solo. En outre, il comprend un projet de voirie reliant la rue de l'Industrie au giratoire de la RD 919 dont je viens de parler. Cette voirie nouvelle permettra de désenclaver la zone actuelle et apportera une réponse aux riverains de cette dernière, et notamment à ceux du chemin du Ronchois, oui, ils étaient 7, je crois, à avoir répondu à l'enquête, qui ont exprimé leur inquiétude sur l'augmentation du trafic en entrée de ville. Et en dernier lieu, sur le plan hydrogéologique, un dossier a bien évidemment été déposé au titre de la loi sur l'eau et l'hydrogéologue saisi a rendu un avis favorable au projet. Alors pour toutes ces raisons, je vous demande de confirmer l'intérêt communautaire de l'extension de la zone d'activité du Mont-Solo, ainsi que de confirmer l'autorisation de délivrance du permis d'aménager par la commune de Carvin. Voilà, Monsieur le Président. Merci François sur ce projet ancien et que vous connaissez par cœur. Donc c'est la dernière délibération de ce soir. Est-ce qu'il y a des questions ou des remarques? Il n'y en a pas, on peut délibérer. Est-ce qu'il y a des votes contraires? Des abstentions? Il n'y en a pas. Donc ce rapport 5 est adopté également à l'unanimité. Voilà, chers collègues, on a épuisé l'ordre du jour. Donc merci encore à vous pour votre présence et votre écoute ce soir. Et je souhaite une très belle soirée. À très bientôt. Et on vous sert, si vous le désirez, le verre de l'amitié dans la salle juste à côté, comme d'habitude.